Par ailleurs, je m'occupe également de la formation des cadres du Rassemblement national. Je pense qu'il faut quand même Oui, j'ai oublié de le préciser aussi sur votre bio. faut également le dire en toute objectivité. Voilà, donc non, je suis... ça fait quand même 35 ans maintenant à peu près que je suis l'actualité politique. Là, on a une accélération du temps politique, une compression en quelque sorte du temps politique sans équivalent depuis des décennies. Ce qui se passe actuellement est véritablement historique. Ça ne s'est jamais déroulé. C'est un truc, c'est une expérience véritablement Donc il n'y a pas sidérante. d'équivalent par rapport à d'autres dissolutions. Ah non, non, sincèrement, c'est totalement sidérant à quel point les choses se passent en très très peu de temps, y compris, comme vous l'avez dit, la préparation des élections législatives. Ce qui pose d'ailleurs un léger problème démocratique, hein, c'est le fait que une élection législative aussi décisive pour l'avenir du pays qui se déroule en 3 semaines, ça signifie qu'il n'y a pas de campagne. Ça signifie que la première semaine, vous vous occupez des investitures, la seconde semaine de la logistique, et la troisième, bon, vaguement de la campagne électorale. Mais donc c'est quelque chose, mais tout ça a été voulu par l'exécutif et par Emmanuel Macron. Mais c'est un peu paradoxal, Jérôme Sainte-Marie, parce que justement, le parti qui semble le mieux armé, le mieux préparé sur le terrain, c'est plutôt le RN, justement. Ah oui, non, mais c'est pas une complainte partisane qu'elle a mis, mais c'est un constat démocratique et citoyen. C'est un truc, voilà, c'est pas tout à fait normal, en fait, tout simplement. Il y a une forme d'anormalité voulue par celui qui a décidé la dissolution, et donc la convocation express de nouvelles élections. Cette anormalité va sans doute se retourner contre son initiateur, mais il faut quand même la constater. Alors, expliquez-nous un petit peu, du moins de votre point de vue, ce qui est à l'origine de la décision présidentielle de dissoudre. Est-ce la décision d'un homme seul? Est-ce un coup tactique? Est-ce pensé? Est-ce quelque chose, j'entends penser, c'est-à-dire, est-ce que c'était anticipé par rapport à un agenda politique, à la manière dont Emmanuel Macron pouvait envisager la suite de son quinquennat? Alors, moi, je ne suis pas à la tête d'Emmanuel Macron et je ne suis pas proche de la Macronie. Donc, il faut être extrêmement prudent. Et puis, il faut se défier des explications psychologiques. C'est trop facile. Et puis, au fond, à la fin des fins, personne n'en sait rien. Donc, je crois que, simplement qu'Emmanuel Macron, depuis le départ, et même depuis son origine, le macronisme naît de la peur du lepénisme. C'est-à-dire que dès 2016, quand Emmanuel Macron se met, si j'ose dire, à son compte, quand il sort de l'orbite de François Hollande, c'est parce qu'il se dit qu'au fond, au second tour, n'importe qui sera élu face à Marine Le Pen. C'est pour ça qu'en 2016, il part et qu'il se dit, voilà, bon, j'ai ma chance, et que les gens le soutiennent. C'est son discours du 12 juillet 2016, son discours fondateur de juillet 2016 à la Mutualité. Il dit grosso modo, voilà, si on est au second tour, on gagne forcément. Et de fait, il triomphe face à Marine Le Pen en 2017. Il gagne moins triomphalement, mais quand même très largement, 58% face à Marine Le Pen en 2022. Et puis, il s'est toujours dit depuis que face à Marine Le Pen, à la fin des fins, ou face au Rassemblement national, il l'emporterait. Et que même s'il était minoritaire socialement et idéologiquement dans le pays, au second tour, il pourrait toujours rassembler tout le monde avec lui contre Marine Le Pen. Et on voit bien que pendant la campagne des européennes, ils ont essayé, c'est M. Attal et M. Macron, de nationaliser le scrutin en se disant, si on polarise face à Bardella et à Le Pen, on va en profiter. Mais ils auraient dû se rendre compte qu'ils n'en profitaient plus. Que justement, la liste Hayé n'a pas profité de cette nationalisation du scrutin, paradoxalement voulue par la fraction la plus européiste de la classe politique, c'est-à-dire M. Macron et M. Attal. Et là, je pense qu'il continue sur sa lignée, et sur sa lancée, en se disant, on polarise, et Europe, enfin, pro-européen contre anti-européen, et puis Rassemblement national contre tous les autres. Mais je crois que malheureusement pour eux, ça ne marche plus. Mais justement, le résultat de la liste Hayé aurait dû l'inciter à prendre la décision tout à fait inverse, c'est-à-dire à dire c'est un scrutin européen qui n'a qu'une valeur européenne et ne pas nationaliser.
Oui, mais jusqu'à présent, encore une fois, un pouvoir qui était relativement minoritaire avait réussi à être majoritaire au second tour grâce à cette grande peur entretenue autour de Marine Le Pen et Jordan Bardella. On va avoir le cas, vous savez, encore une fois, ce week-end, les centrales syndicales appellent à manifester contre le vote des Français. Les centrales syndicales. Rappelez-vous qu'entre les deux tours de la présidentielle 2022, Monsieur Martinez, donc pour la CGT, et Monsieur, son nom m'échappe, pour la CFDT, vous allez me le rappeler tout de suite, celui qui était la tête de la CFDT à l'époque, dont Monsieur Azut, c'est incroyable. Bon, ce n'est pas grave. Hein. Voilà. Bref, les deux dirigeants de la CFDT et de la CGT avaient appelé à voter pour Emmanuel Macron, quitte à se retourner contre lui un an plus tard au moment de la réforme des retraites. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait une forme d'absolu rejet de Le Pen et du Rassemblement national qui s'exerçait. Donc il pouvait penser, si vous voulez, que ça marcherait encore. Je crois que ça ne marche plus. La logique bloc contre bloc, vous la voyez vérifiée, Jérôme Sainte-Marie ? Ah oui, évidemment. Évidemment. On dit actuellement que quand on regarde la sociologie du vote, alors pour cela, vous avez les sondages IFOP, les sondages Ipsos, le sondage Harris Interactive également qui sont disponibles. Quand vous regardez la sociologie du vote, alors évidemment, maintenant, vous avez une progression du vote pour la liste Bardella, on parlait de ça, dans toutes les catégories. Alors, je rappelle que bloc contre bloc, c'était l'idée qu'il y avait un bloc populaire contre un bloc militaire, c'est-à-dire qu'il y avait une logique en fait de classe dans le vote qui s'exprimait. Évidemment, celui qui triomphait, c'est-à-dire Emmanuel Macron, n'était pas uniquement soutenu par les élites, sinon on n'a pas fait 58% au second tour. Mais donc il y avait une structure de vote, au premier tour notamment, très marquée, avec un survote parmi les gens les mieux dotés de capital social. Et inversement, pour Marine Le Pen, elle avait un survote parmi les gens les plus démunis ou les plus marginalisés, c'est-à-dire les gens les moindres revenus, plus éloignés de métropole, etc. On constate chez Bardella, enfin sur la liste Bardella, que les niveaux ont incroyablement monté de 10 points en moyenne, c'est-à-dire qu'on passe de 23% à 33% à peu près, mais que cette progression de 10 points sur l'ensemble affecte à peu près toutes les catégories. On constate même que ça affecte moins les catégories des cadres et des retraités que les autres. En quelque sorte, les niveaux montent, mais la structure du vote Bardella est restée inchangée. En face, la structure du vote pour la liste alliée, donc pour la liste pro-Macron, est restée inchangée, mais les niveaux ont baissé de 10 points. Alors évidemment, quand ça a baissé, on se retrouve dans une situation assez étrange où, dans les zones de force de la Macronie, par exemple les cadres et les retraités, eh bien, la liste frontiste, la liste RN, fait quasiment aussi bien que la liste Macron. Mais bien sûr, parce que les niveaux de l'un et de l'autre, dans un cas, ont incroyablement augmenté, dans l'autre cas, ont incroyablement diminué. Mais la structure reste la même. Donc on est bien dans une logique de bloc. Alors encore une fois, un bloc populaire n'est pas le vote populaire. C'est un bloc populaire, c'est un vote de différentes catégories, mais dans le noyau fondamental, c'est bien le noyau populaire. Alors, pour vous donner un exemple très précis, enfin des chiffres très précis, actuellement, 54% des ouvriers, d'après Ipsos, 54% des ouvriers étant allés voter, ont voté pour la liste Bardella. Et 40% des employés étant allés voter, ont voté pour la liste Bardella. Vous vous rendez compte, 40%, 53% pour une seule liste, alors qu'il y en avait une vingtaine qui étaient proposées aux électeurs, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il en est, Jérôme Sainte-Marie, du point de vue de ces deux blocs, mais si on les analyse un peu différemment, c'est-à-dire non pas un bloc élitaire et un bloc populaire, mais un bloc populaire qui est représenté par la gauche aujourd'hui sous l'étendard Front Populaire, ou du moins une partie de la gauche, et l'autre bloc populaire qui est représenté par le RN. Est-ce que c'est pas ça les deux blocs aujourd'hui ? Ah, je crois pas, parce que vous savez, l'utilisation du mot Front Populaire est quand même assez trompeuse, voire même assez ridicule, il faut bien le dire. C'est-à-dire que à l'époque du Front Populaire, donc entre 1934 en réalité, et 1938, le mouvement ouvrier, les catégories sociales les défavorisées
voté massivement pour les communistes, les socialistes, les radicaux. Et effectivement, un Front populaire qui représentait à peu près les catégories populaires votant. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est pas le cas. La gauche, dans ses composantes, on va dire pour aller vite, Aubry ou Glucksmann, représente très largement la petite bourgeoisie urbaine, diplômée, les catégories les gens issus de l'immigration extra-européenne, parfois d'origine réellement populaire par ailleurs, mais c'est pas du tout les catégories populaires, dans leur masse. Encore une fois, quand vous avez 54% des ouvriers qui votent pour la liste Bardella, alors je n'ai pas le chiffre sous les yeux, mais ça signifie que vous avez quand même assez peu qui votent pour les autres listes, et notamment pour les listes Aubry ou Glucksmann. Glucksmann, c'est caricatural. Vous avez vraiment uniquement des gens assez bien dotés au niveau du diplôme et assez mal dotés au niveau financier. On va dire un peu ce qu'on va appeler l'intello précaire. Vous voyez, c'est pas 14% du corps électoral, mais si vous relevez le noyau dur, l'idéal type en quelque sorte de l'électeur Glucksmann, c'est à peu près ça. Donc vous avez une petite bourgeoisie de fonctionnaires, de gens diplômés mais n'y arrivant pas, et enfin de gens issus de l'immigration extra-européenne qui votent pour la gauche. C'est pas négligeable. C'est 30% du corps électoral à peu près, c'est pas rien. Mais c'est-à-dire que c'est des gens qui ne sont pas en situation de prendre le pouvoir, mais qui sont peut-être en situation d'influer sur l'affectation du pouvoir entre justement les catégories populaires représentées par le RN et les catégories supérieures représentées par Macron. Parmi les 54% d'ouvriers, y a-t-il beaucoup d'ouvriers d'origine extra-européenne ? Alors ça, on ne le sait pas. On ne le sait pas dans les sondages. Moi, je crois sincèrement que le vote extra-européen pour le RN doit être assez faible. J'ai quand même étudié les choses assez près. Vous avez beaucoup de gens, notamment des mères de famille, etc., qui en banlieue, des mères de famille musulmanes, par exemple, qui sont demandeuses d'un retour à l'ordre, notamment par rapport au trafic de drogue qui ravage beaucoup de villes de banlieue et qui, surtout pour une mère de famille, est une menace pour l'éducation. C'est-à-dire qu'on pouvait dire autrefois à ses enfants, fais attention, tu peux t'enrichir rapidement, mais tu auras des risques importants en termes tu peux aller en prison, quoi. Le fait est qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus rare, ce qui fait que les mères de famille sont désemparées pour empêcher leurs enfants, notamment leurs garçons, de dériver. De là à dire qu'elles vont voter pour le Rassemblement national, je crois que c'est très abusif. Je crois qu'il y a une surabstention dans les catégories sur l'immigration extra-européenne au second tour. Mais un vote Rassemblement national musulman, par exemple, aucun chiffre ne l'atteste. Est-ce que vous pensez, Jérôme Sainte-Marie, que la mobilisation, le taux de participation sera fort à ces élections législatives ? Absolument. C'est là où on peut être catégorique. Vous savez, la mobilisation législative s'est effondrée. C'était moins de 50%. Je crois que c'était 47,5% pour être précis, lors des dernières législatives. Et on avait cette espèce de phénomène étrange où on voyait que les gens ne votaient plus aux élections législatives. Ça, c'est assez nouveau. Et c'était lié à la réforme voulue par Lionel Jospin, c'était la réforme faisant des législatives la suite immédiate des élections présidentielles. Donc les gens votaient dans une proportion des 3/4 aux élections présidentielles, en disant voilà, je fais mon choix, c'est décisif. Et puis ensuite aux législatives, beaucoup d'entre eux, un tiers d'entre eux, n'allaient plus voter. Ça va être très différent, je crois, lors des prochaines législatives. Certes, la campagne va être très courte, mais on le voit, l'enjeu est dramatisé. La question est de savoir aujourd'hui si le Rassemblement national accède ou pas au pouvoir. Donc on ne peut pas faire enjeu plus dramatisé. Et donc, à mon avis, on va dans la situation des élections législatives de 1978, pour prendre un exemple extrêmement lointain, oui, où on s'était demandé si la gauche, qui avait été battue en 1974, n'allait pas prendre le pouvoir à l'occasion des élections législatives de 1978. La gauche avait gagné le premier tour, elle avait perdu le second tour, mais enfin, la participation, je n'ai pas le chiffre en tête, mais avait été extrêmement forte, de l'ordre de 80%. Et moi, à mon avis, on va être dans ces élections législatives dans un rapport de participation beaucoup plus proche de l'élection présidentielle que des élections législatives antérieures. Alors,
je prends mon risque. Disons, je pense qu'on va avoir 70% de votants lors de ces très prochaines élections législatives. Dans l'hypothèse où le Rassemblement national est à 200 députés, où on a un autre bloc qui a 200 députés du côté du Front populaire, par exemple, est-ce que la France ne se retrouve pas dans une situation de blocage total ? Oui, bien sûr. Très certainement. Nous avons 3 ans avant la prochaine élection présidentielle. On se retrouve dans une situation extrêmement compliquée. Je ne crois pas que la France... Alors, évidemment, je pense que le Rassemblement national aura au moins 200 députés. Alors, c'était 200 députés, c'était à peu près les calculs qui avaient été faits, pour rien vous cacher, il y a quelques semaines. Quand on se disait, bon, à froid, qu'est-ce qui pourrait se produire ? On arrivait à peu près à 200 députés, au lieu, je le rappelle, de 87-88 actuellement pour le Rassemblement national. Donc, il faut avoir à peu près 280 députés pour être majoritaire à l'Assemblée nationale. 289. Oui, mais je vous remercie. Voilà. Et donc, on était là-dessus. Je pense que la dynamique actuelle fait que on sera au-dessus, quand je dis on, c'est le Rassemblement national, de 200 députés. Pour du côté de la gauche, la formule appelée de manière assez ridicule, si vous voulez mon avis personnel, Front populaire, c'est à la fois dithyrambique, a fait, comment dirais-je, il y a une espèce d'inflation des mots sans rapport avec la réalité. C'est un Front populaire, mais avec un vote qui n'est pas populaire, c'est un peu curieux. Eh bien, vous avez, c'était la NUPES, c'était à peu près 150 députés autrefois. Ça m'étonnerait qu'il soit à 200. Je pense que c'est 100, 120, c'est plus réaliste. Mais en tout état de cause, Jérôme Sainte-Marie, le Premier ministre qui sortira du vote des législatives, aura-t-il forcément l'étiquette Rassemblement national ? Non, bien sûr que non. Peut-être. Mais sincèrement, on n'en sait rien. On ne sait pas quel va être... Mais à partir de quel seuil l'aura-t-il ? À partir de quel seuil pourra-t-on estimer que c'est le Premier ministre qui devra sortir de ce parti ? Soyons précis et techniques. Les sondages ont montré leur validité lors des élections présidentielles récentes et des élections législatives. Sincèrement, ça a été à peu près parfait. Mais alors, les sondages de projection en siège sont à prendre avec des pincettes, parce que les projections en siège, mettons le dernier sondage Harris Interactive, c'est 2000 cas, 2000 individus interrogés. C'est très bien pour avoir les tendances électorales, mais comment les gens vont voter. D'ailleurs, sincèrement, j'y crois. Mais après, vous avez 577 circonscriptions. Donc, grosso modo, vous avez une moyenne de 4 individus par circonscription. Donc, en fait, on ne travaille pas par circonscription, on travaille sur des matrices de report de voix qu'on applique ensuite aux circonscriptions. Ce qui fait que on travaille sur des hypothèses, en fait. Et la moindre erreur de quelques points sur une matrice de report de voix peut provoquer la chute dans un camp ou dans un autre de dizaines de circonscriptions. Donc, sincèrement, d'ailleurs, tout simplement en 2022, lors des législatives, la percée du Rassemblement national à l'Assemblée nationale n'avait pas été vue par les sondages. On avait très bien vu les résultats de la présidentielle, les résultats du vote aux législatives avaient été très bien vus, mais leur traduction en nombre de sièges n'avait pas été, parce que, pour une raison toute simple, c'est que c'est impossible en fait. Oui, tout à fait. C'est un sondeur qui a travaillé pendant plus de 30 ans dans les instituts de sondage qui vous parlent. C'est un travail qu'on nous demande qui en réalité est pratiquement impossible, parce que on ne sait pas ce qui va se passer. Moi, je pense que les reports de voix face au Rassemblement national vont être très mauvais cette fois-ci. Et je pense que le Rassemblement national aura la majorité absolue aux prochaines vous le pensez élections. Ah, bien sûr. Oui. Dernière question, réponse très rapide, Jérôme Sainte-Marie. C'est la fin du parti Les Républicains ? Oui, c'est une fin qui est interminable, mais c'est pratiquement la fin. Les Républicains tiennent parce qu'ils ont un ancrage local très fort, confirmé d'ailleurs au départemental, au régional et au municipal. Mais là, les contradictions idéologiques des Républicains sont en train de se révéler au grand jour. C'est pas uniquement l'aventure personnelle, même si ça peut jouer, de M. Ciotti qui a lieu actuellement.
Je pense que l'incapacité des Républicains depuis maintenant 7 ans de choisir entre l'antimacronisme ou le pro-macronisme, eh bien, est en train d'arriver à son terme. La droite française, comme on dit, la droite républicaine, est en train de ressembler de plus en plus à la droite niçoise, dans l'opposition que l'on connaît à Nice, entre M. Estrosi et M. Ciotti. Merci beaucoup, Jérôme Sainte-Marie, pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes responsable de la formation des cadres du RN, ancien sondeur, que vous avez enseigné à l'Institut catholique de Paris. Vous enseignez à l'Institut catholique de Paris et que vous avez publié notamment Bloc contre Bloc aux éditions du CERF. Merci, à bientôt.